Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité, un rendez-vous enregistré aujourd'hui au Parlement européen, car on va se poser une question: où en est le droit à l'avortement dans les pays européens? Alors que des mouvements conservateurs, politiques et religieux s'attaquent aux droits des femmes et aux droits sexuels et reproductifs en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Italie et de façon générale un peu dans tous les pays européens, des citoyens de toute l'Europe sont venus rappeler que le droit à l'IVG est un droit fondamental. Ici sur notre plateau, mais aussi à travers des séquences réalisées lors de cette grande manifestation du 28 septembre dernier, nous allons recueillir des témoignages de terrain et tenter d'analyser les menaces. On va d'ailleurs les analyser tout de suite avec nos deux invités. D'abord Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice études et stratégies au Centre d'action laïque, également secrétaire générale Europe du Conseil international des femmes. Et à vos côtés, Yvon Angler, bonjour. Bonjour. Médecin et coprésident du groupe d'experts chargé d'évaluer la pratique et la législation de l'IVG en Belgique. Alors Sylvie Losberg, une première question un peu générale mais qui me paraît essentielle. Pourquoi cette grande mobilisation du 28 septembre? Pourquoi vous avez voulu marquer le coup pour réclamer ce droit à l'IVG au niveau européen? Parce qu'on voit depuis des années que ce qu'on pensait être un statu quo, c'est-à-dire une balance entre ceux qui estiment que les femmes ont le droit de décider pour elles-mêmes et ceux qui estiment qu'elles ne l'ont pas, cette balance, en fait, elle penche dangereusement du côté des anti-choix, des intégristes, de l'extrême droite, qui fait valoir des arguments au point qu'aujourd'hui, la santé même des femmes enceintes est menacée partout en Europe, où il y a des lois qui restreignent l'accès à l'avortement. Il ne s'agit pas seulement des femmes qui ne veulent pas une grossesse en début de grossesse et qui demandent une IVG, il s'agit de toutes les femmes enceintes qui sont confrontées à une grossesse, par exemple, qui se passe mal. Eh bien, on ne les soigne plus dans certains pays d'Europe parce qu'on estime qu'il ne faut pas intervenir. On les laisse mourir, hein, comme en Pologne. On les laisse mourir en Pologne et dernièrement en Roumanie. Les médecins qui risquent des peines de prison disent nous on n'intervient pas parce qu'on ne va pas mettre fin à une vie humaine et on ne va pas risquer de se faire emprisonner. Et c'était ici l'occasion, à quelques mois notamment des élections européennes, de dire on veut que cette question-là soit mise à l'agenda, que ça devienne une vraie question européenne. Oui, parce qu'en fait, la santé, on dit souvent c'est une question de santé publique et ça c'est du ressort des États-nations. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le droit à l'autodétermination, à l'intégrité, le droit à la santé, le droit à la vie sont des droits fondamentaux, c'est dans la charte de l'Union. Et ils ne sont pas respectés puisqu'on voit ce qui arrive aux femmes dans les pays où les gouvernements, et la Pologne par exemple c'est un gouvernement qui ne respecte pas l'état de droit, eh bien on voit c'est directement les femmes en sont la cible. Donc c'est lié la question de la démocratie, des droits fondamentaux avec l'accès garanti aux européennes à une interruption de grossesse. Yvon Angler, ce qui est marquant aussi dans cette grande mobilisation, c'est qu'on voit qu'il y a des militants des droits humains, des droits des femmes, mais il y a aussi des médecins comme vous, et qui avaient participé donc à ce groupe d'experts, où on voit qu'il y a vraiment les intérêts de santé publique qui rejoignent les intérêts finalement des militants des droits humains. Oui, je pense que dans la situation actuelle qui est extrêmement tendue partout dans le monde, la situation américaine a bien montré qu'on est dans une polarisation. La conjonction, le soutien mutuel entre les forces de santé publique et les forces qui militent pour le droit des femmes est un ajout considérable pour gagner cette lutte. Le recul que l'on observe dans un certain nombre de pays, Sylvie évoquait la Pologne, on peut évoquer l'Italie, qui est quand même plus proche encore de nous, montre que ce n'est pas seulement le droit à l'avortement, mais c'est l'ensemble des droits démocratiques, c'est l'état de droit, et comme souvent, c'est les femmes qui font les frais, les premières d'une régression dans la lutte pour l'égalité. Il y a aussi des points très positifs, il y a des avancées aussi bien dans certains États qu'au niveau de l'OMS, mais fondamentalement, et je pense que c'est là que l'Union européenne peut être utile, c'est de raccrocher ce droit à un certain nombre de textes fondamentaux qui, eux, sont bien de la compétence européenne et qui peuvent rendre
le travail des anti-choix plus compliqué. Mais ces anti-choix aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plutôt quoi? Religieux, politiques, de tous bords et de partout? Je pense que c'est une alliance objective de personnes qui ne devraient pas défendre les mêmes causes, en tout cas pas à tous les niveaux, mais qui se rejoignent sur cette question de la lutte contre les politiques d'égalité, parce que c'est bien sûr les femmes en première ligne, mais dans la foulée, c'est l'éducation sexuelle, c'est les droits des homosexuels, etc. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que les anti-choix sont contre l'égalité des êtres humains. Pour eux, les êtres humains ne sont pas égaux en droit. Et ça, c'est quand même la base de la démocratie. Et donc on voit bien que là, le discours politique doit changer. Il ne s'agit pas uniquement de femmes qui veulent interrompre leur grossesse. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et les droits fondamentaux doivent sortir maintenant de ce carcan parce que les femmes, c'est des humains comme les autres, et c'est la moitié de la population européenne. Et la conjonction entre les mouvements... Plus que la moitié, tu as raison. La conjonction entre les féministes, les médecins et les politiques doit pouvoir faire changer la donne maintenant. Parce que c'est dans les prochaines élections ici au mois de juin qu'on doit avancer, sans quoi on voit bien que partout les mouvements extrémistes de droite gagnent du terrain et donc ce sera de plus en plus difficile d'obtenir une garantie d'accès à l'IVG pour toutes les femmes en Europe. Oui, Yvon Angler, vous vouliez réagir? Je pense qu'on peut facilement comprendre cette alliance en se disant que le discours de l'extrême droite est toujours un discours qui s'appuie sur ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles de l'Europe. Ça s'entend énormément en Europe centrale, mais pas uniquement. Marine Le Pen, France, Jeanne d'Arc, voilà, c'est une tradition très forte de lien aux valeurs traditionnelles qui boucle, je pense, la boucle. Alors historiquement, l'interdiction de l'avortement, c'est la conjonction entre des politiques en faveur de la natalité. C'était des soldats contre l'Allemagne en France, c'était très, très marqué. En Angleterre, c'était des soldats pour la colonisation. Et l'Église croissée, multipliée, c'est le domaine de Dieu qui a amené les politiques répressives sur l'avortement. Donc il y a toujours une question d'alliance. Et nous devons être conscients de ça aussi et chercher aussi des alliances. Et il y en a. Et la plus évidente, c'est celle de la santé publique et des militants pour les droits des femmes. Oui, parce qu'on voit que la stratégie de l'autre côté, de ceux des anti-choix, elle est très forte. Est-ce que la stratégie des pro-choix est aussi forte? Alors, je crois qu'elle n'est pas suffisamment fort. Elle n'est pas suffisamment coordonnée, en tout cas sur le plan européen, parce que jusqu'à présent, l'argument massu qui nous empêchait de travailler, c'est de dire c'est une question de compétence nationale, l'Europe n'a rien à voir là-dedans. Mais il a bien été expliqué par la députée Sophie In 't Veld que la Commission européenne, elle peut agir pour faire respecter les droits fondamentaux et elle fait des traités en tout genre sur toutes sortes de sujets qui dépassent les compétences nationales. Mais ici, on ne le fait pas. Et donc je crois que le moment est vraiment venu effectivement de construire une stratégie et que si vous voulez, du côté politique européen, les médecins européens et les mouvements féministes, ainsi que les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les jeunes hommes, je crois qu'il y a là maintenant un terreau qui doit pouvoir permettre de construire une stratégie, mais pour ça, il faut s'y atteler. Je pense qu'aujourd'hui, le 28 septembre, c'est le début d'une campagne qui devrait aboutir à ce que l'interruption de grossesse comme un droit fondamental soit un des enjeux des élections de juin 2024. Alors, dans le rapport d'experts que vous avez co-présidé, Yvon Angler, il y avait plusieurs points et plusieurs recommandations. Mais il y avait notamment une recommandation sur la question de la sensibilisation et de la désinformation, enfin, lutter contre la désinformation. Donc, informer pour lutter contre toutes ces campagnes de désinformation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans tous les pays européens, ces campagnes de désinformation, elles existent. Et en Belgique, on a été confrontés récemment avec tout ce qui se concerne les VRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, est-ce que c'est aussi plus que jamais un enjeu, cette lutte contre la désinformation autour de l'IVG? Alors, je pense que c'est un enjeu bien plus large dans lequel
la question de l'IVG est prise avec d'autres, mais vous posiez la question de savoir si notre capacité stratégique est à la hauteur de la capacité stratégique de nos opposants. Je pense que la réponse très claire est non. On est en retard et sur les réseaux sociaux, c'est clair que les fake news et la propagande destinée à décrédibiliser nos positions est dominante. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Elle est financée aussi, ce qui est peu le cas en ce qui nous concerne. Et donc, oui, il y a là un enjeu fondamental parce que, in fine, moi je ne crois pas trop au texte de loi qui protège. Je pense que ce qui protège, c'est la volonté de la population de défendre un droit. Et cette population est exposée à travers les réseaux sociaux aujourd'hui à une avalanche de fake news qu'on n'a jamais connue auparavant et qui, je pense, est un vrai problème. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une loi. Ça va pas, par exemple, on parlait d'introduire le droit à l'IVG dans la Constitution. Ce n'est pas quelque chose que vous défendez absolument parce que pour vous, ça ne suffit pas. Écoutez, je ne veux pas saboter les efforts de ceux qui veulent l'inscrire dans la Constitution. Je pense que c'est une volonté louable. Je pense que ça comporte deux risques. Le premier, c'est de penser que ça protège. Alors, on va prendre l'exemple inverse. Le droit inaliénable à la vie était inscrit dans la Constitution irlandaise. Ça ne l'a pas empêché, lorsqu'il y a eu clairement une majorité politique en Irlande, de prendre une loi de dépénalisation partielle de l'interruption de grossesse. Donc, je crois que les textes, bien sûr, ont un certain effet symbolique et protecteur, mais qu'ils sont dangereux s'ils entraînent une fausse confiance dans le fait que le combat serait gagné, alors que, bon, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est assez bien convaincu qu'il ne l'est pas. Oui, et du coup, il faut continuer à se mobiliser. C'est la raison de ce 28 septembre, de cette grande mobilisation. Et donc, il y a cette mobilisation, mais il y a aussi, par exemple, un écrit comme celui que vous avez en main, Sylvie Losberg, donc cet état des lieux de l'avortement en Europe, où là, en fait, on décrit vraiment, pays par pays, les atteintes au droit à l'avortement et la situation aujourd'hui. Et c'est à travers des écrits comme ceux-là qu'on voit que ce n'est pas gagné et qu'il y a des reculs. Oui, d'autant que ça fait 10 ans qu'on le réactualise et on met en rouge quand il y a un problème nouveau et en vert quand c'est un progrès en faveur des femmes. Et on voit que d'année en année, le rouge domine. Hein, et comme le disait Yvon, ce n'est pas seulement aux frontières de l'Est de l'Europe, c'est partout. Et sur la question de l'information, il est évident, et je vais revenir sur la Belgique, nous n'avons pas en Belgique un gouvernement qui met à disposition de la population des informations claires sur l'accès à l'interruption de grossesse en Belgique. Ils ne le font pas. Et il n'y a pas un site internet qui... Du gouvernement, non. C'est toujours la société civile. Hein, c'est abortionright.eu et donc ceci est disponible en téléchargement, en anglais et en français, sur le site. Mais ça veut bien dire qu'il y a une frilosité. Donc il faut maintenant vraiment faire... Je dirais, il faut mettre le pavé dans la mare. Et il faut dire que ça suffit, parce que si on n'agit pas maintenant, le droit à la vie des femmes est menacé en Europe, même dans les hôpitaux. Et là, je crois que, comme ça s'est passé d'ailleurs en Irlande, c'est la mort d'une dentiste qui avait été laissée agonisante par les médecins, je pense que de visibiliser cette réalité en Europe, 6 femmes en Pologne depuis un an et demi, une dernière en Roumanie, je l'ai dit, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Et ça doit faire réfléchir ceux qui ont une position idéologique, je suis contre l'avortement. Une femme sur 5 avorte, c'est le ratio. Et ces femmes-là, elles ne sont pas toutes des féministes qui descendent dans la rue. Donc le vécu des gens doit être visibilisé, et je pense que ça, plus l'information, plus la nécessaire stratégie à mettre en œuvre, et comme le dit Yvon, il y a aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent pour financer des campagnes pour le droit à l'IVG comme un droit indicateur du degré de démocratie des pays, face aux anti-choix qui, eux, sont largement subventionnés par tous les réseaux que vous pouvez imaginer. Il faut le faire. Je pense vraiment qu'on a une possibilité d'agir, mais il ne faut pas tarder. Et surtout, je crois qu'on doit mettre en évidence aussi la solidarité. Les femmes, les médecins sont solidaires entre les frontières de l'Europe.
L'Europe, elle doit reconnaître ça et elle doit leur garantir la possibilité de continuer à le faire et de ne pas être criminalisée pour avoir aidé quelqu'un dans cette situation. Merci beaucoup à tous les deux et on va poursuivre avec des témoignages de femmes recueillis pendant cette manifestation. Stop to kill women, stop to deprive them of their health, stop of the threat for women, stop of making them just a subject, not a human being, because we are not in fully citizens of the country. This is the kind of institutional violence and discrimination of women because they can't decide freely about their fertility, about how many when have children. Polish women are afraid to be pregnant right now. We receive many phones from women that I will never be pregnant in this country. I'm afraid. And tragedy not only of women but the whole families, because sometimes women, when they discover that the pregnancy is difficult and the fetus will be soon dead or will give birth to a dead baby, she's not able to speak to us. So her partner or husband tell us, my wife is sitting looking in the ceiling. We have 2 children. She does nothing. She doesn't eat. She doesn't go to work. It's a real tragedy. From time to time, she cries like an animal, like a white animal. What we can do? How could you help us? Retour en studio avec Sophie Notvelt. Bonjour. Vous êtes députée européenne des Pays-Bas. Vous êtes membre de Renew Europe et vous êtes coprésidente du MIPs for Sexual and Reproductive Rights. Alors j'ai peut-être juste une question là-dessus. C'est quoi ce groupement qui travaille sur les droits sexuels et reproductifs? Vous essayez de faire des avancées en collaboration avec la société civile? Oui, c'est donc effectivement un regroupement de députés européens de tous les, bon, pas tous les groupes politiques, mais plusieurs groupes politiques. Et on se réunit avec des associations sur des questions, pas uniquement l'avortement, mais les droits sexuels et reproductifs. Et on cherche effectivement à collaborer sur des rapports, des résolutions, des amendements. On peut déposer des amendements ensemble. S'il y a des amendements, par exemple, qui sont, selon nous, une menace pour les droits des femmes, on fait signal à l'autre en disant « fais attention » et un amendement qu'il faut absolument rejeter. Donc, comme ça, on travaille ensemble. Oui, vraiment attentif à ces questions. Alors, on le sait, hein, là, depuis plusieurs années, il y a des attaques récurrentes contre les droits des femmes en Europe et à travers le monde, mais on va se focaliser ici sur l'Europe. Ces attaques, selon vous, elles viennent d'où? Elles viennent plutôt des instances religieuses? Elles viennent du politique? C'est une stratégie concertée entre les deux? Oui, c'est une stratégie concertée. Il y a une sorte de réseau plus ou moins informel de partis politiques, associations religieuses, églises, très souvent issus des États-Unis, par exemple. Ils ont pas mal d'argent, ça c'est très clair. Ils sont aussi très actifs en Afrique et ils cherchent à avancer un agenda contre le droit sexuel et reproductif des femmes, contre le choix libre, disons, des femmes. C'est pas qu'ils font des attaques directes au droit, c'est plutôt un peu... ils cherchent à restreindre les droits, à rendre plus difficile l'accès à l'avortement des femmes. Et donc, ils avancent comme ça, peu à peu. Mais on voit en Pologne, par exemple, qu'il y a presque une interdiction totale de l'avortement. Ça, on ne voit pas
à Malte peut-être aussi. Mais ce qui s'est produit aux États-Unis peut aussi se produire en Europe, donc il faut être très très vigilant. Oui, il y a une influence aussi. On sait que ce qui se passe aux États-Unis peut avoir une influence chez nous. Alors vous parliez de la Pologne. On sait qu'en Pologne, effectivement, c'est quasiment interdit l'avortement, et ça a eu des conséquences là ces derniers mois, ces dernières années sur les femmes, avec des femmes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu avorter. Quand on est parlementaire européen comme vous, quel rôle on peut jouer, quel pouvoir on a pour faire changer les choses à ce niveau-là? Disons, on peut faire beaucoup de pression politique. On a fait des débats ici au sein du Parlement européen. On a adopté des résolutions, on s'est exprimé. On donne, disons, soutien politique et moral aux femmes en Pologne. En même temps, c'est aussi difficile parce que les États membres, ou plutôt les gouvernements nationaux, se cachent toujours derrière l'argument de la compétence exclusivement nationale. Mais ça, c'est un peu un argument parce que, bon, si on considère que c'est un droit fondamental, ça veut dire que c'est comme les autres droits fondamentaux et donc universel. Et donc, ce n'est pas une question nationale. En plus, on a par exemple la politique de la santé publique. Au niveau européen, c'est une politique complémentaire aux politiques nationales. Mais dans la stratégie européenne de santé publique, qui traite un peu de tout, je sais pas, de l'obésité, de Alzheimer, le cancer et tout ça, sauf les droits sexuels et reproductifs, tandis que au niveau national, ça fait partie intégrante de la politique de la santé publique. Donc on voit une certaine, disons, réticence, frilosité au niveau européen pour se mêler de ces questions. Et donc, dans ce contexte, je suis vraiment ravie que le président Macron, pendant la présidence française de l'Union européenne, il est venu à Strasbourg, il a fait un discours à l'hémicycle, et là, il a dit publiquement que le droit à l'avortement est un droit fondamental qui devrait s'inscrire dans les traités, dans la Charte des droits fondamentaux européenne. Parce qu'effectivement, un pays qui ne respecte pas du coup un droit fondamental, c'est aussi un pays qui ne respecte pas l'état de droit. Oui. Donc il y a un vrai problème d'état de droit là-dedans. Oui, parce qu'on voit qu'en Pologne, comme aux États-Unis, ils n'ont pas changé la loi, mais ils se sont servis de la Cour constitutionnelle pour abolir le droit à l'avortement. Parce qu'il n'y avait pas de majorité politique pour changer la loi, mais puisque l'indépendance judiciaire n'existe plus en Pologne, la Cour constitutionnelle est entre les mains du parti politique qui est au gouvernement. Donc ils ont utilisé la Cour constitutionnelle comme instrument politique de la même façon, exactement la même façon comme l'a fait Donald Trump aux États-Unis. Lui, il l'a dit, littéralement, il a dit « Moi, j'ai aboli le droit à l'avortement à travers la Cour suprême aux États-Unis. » Donc, il faut vraiment se méfier. On voit que comment dire, le fait que le système judiciaire a été capté quelque part par les partis politiques au pouvoir n'est pas uniquement une question de l'état de droit, mais ils utilisent ce système judiciaire pour achever, pour réussir un agenda politique. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne aurait peut-être un rôle à jouer et pourrait jouer un rôle pour faire pression sur des pays comme la Pologne, la Hongrie aussi? Tout à fait. Le problème, c'est que d'un côté, effectivement, l'avortement est effectivement techniquement une compétence nationale. En même temps, on voit que quand il y a la nécessité, par exemple, la guerre en Ukraine, on a vu que la Commission a immédiatement pris des initiatives pour, comment dire, pour envoyer des armes en Ukraine. Tandis que là, il n'y avait pas vraiment une compétence spécifique européenne. Donc on voit que la Commission prend des initiatives quand il y a la nécessité. Mais ici, la Commission est très réticente, a peur d'entrer dans ce débat, tandis que la Commission aurait pu dire
mais écoutez, on prend position politiquement et on condamne ce qui se passe en Pologne. Le Parlement s'exprime, mais le Parlement tout seul ne peut pas résoudre chaque problème. Et je crois que, bon, on est maintenant moins d'un an avant les élections européennes, donc je crois que c'est le moment pour les citoyens de demander à leurs députés et aux candidats pour les élections qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont leurs positions. Mais je crois que tôt ou tard, il y aura aussi un changement, une modification des traités européens. Et là aussi, c'est le moment pour ancrer au traité, dans la Charte des droits fondamentaux, le droit à la détermination pour les femmes, donc le droit à l'avortement. Merci beaucoup Sophie Notvelt. On va poursuivre l'émission avec d'autres témoignages recueillis lors de cette grande manifestation du 28 septembre. We are living in a country in which we don't have access to sex education, we don't have access to contraceptive methods, even for vulnerable groups, and we don't have action pretty much to any type of prevention. So the state at this moment, a government that was not interested at all in sexual and reproductive rights until now, is forcing the women in Romania to become mothers by force. Even if you are getting an abortion, the chances of that to becoming a situation of obstetrical violence is pretty high. We had beneficiaries that fainted on the operation table because the doctor did not use enough anesthesia. We had a situation a few months ago in which a woman died because she was in need of a therapeutical abortion, which by law a doctor should not refuse, but after 7 hours of waiting in a hospital, she died. In 2019, another woman died during an abortion, and the deaths of those women, it's still not enough for the Romanian government to open a discussion with the civil society that since '89 is fighting for the right to have an abortion. It's a combination between the lack of representation of women in political and decision-making posts, of course the pressure from the church, and not only the Orthodox Church but the other neo-Protestant churches, it can be felt because lots of these anti-abortion NGOs are connecting to the church. The church is doing a lot of efforts actually to fight against abortion and our right to choose. And unfortunately there are lots of misinformation. They are opening helplines for women that are facing unwanted pregnancies, but when you are calling, they are going to tell you that you are going to die, not be able to have children anymore, and so on. It is still allowed. It's allowed even on request. So basically we do not have such a bad situation as in Poland. But what's the problem? What we're always trying to say that it's under attack. Just to give you a brief idea, last 5 years we have 29 proposals who try to restrict abortion law, abortion rights, any access to it. It's like the so-called salami method. They are little by little trying to cut from our rights. And there is a lot of barriers that women need to go through when they want to access abortion. Like, for example, just getting the information is very hard. There are regions where it's not accessible at all, so the women need to travel like hundreds of kilometers to access abortion. There is still healthcare professionals, but also healthcare facilities who are not providing abortion at all because of this so-called conscious objection. It's very expensive like that. In Slovakia it's around 500 euros that not everyone can afford, so it's like for many people who are also living in poverty, in violence relationship, it's almost impossible to get this service. For example, now we have a lot of refugee women from Ukraine who had this option in Ukraine, but country of European Union does not have it. And from the research we have been doing also with the Center for Reproductive Rights, we find out that also for the women from Ukraine, it's sometimes easier to come back to the country where is war to access reproductive health care services. On va à présent poursuivre notre analyse des menaces sur le droit à l'avortement en Europe avec un focus sur 3 pays, la France, l'Italie et la Pologne. La Pologne, justement, on va en parler avec Anna Kiewna. Bonjour, vous êtes militante polonaise, membre de l'association Elle sans frontières.
À vos côtés, Lisa Gordet, secrétaire nationale de l'association Choisir la cause des femmes, une association fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en 1971. Vous avez aussi participé à l'ouvrage Le meilleur de l'Europe pour les femmes, vous nous en parlerez dans un instant. Et enfin, Mirella Panchini, bonjour. Vous êtes gynécologue, vous faites partie des 40% de médecins qui acceptent encore de pratiquer l'avortement en Italie. Et vous êtes par ailleurs secrétaire de la FIAPAC, la Fédération internationale des associés professionnels de l'avortement et de la contraception. Anna Kiena, j'ai d'abord envie de commencer avec vous parce qu'évidemment la Pologne, on en parle depuis le début de cette émission, on parle de ces femmes qui sont décédées ces derniers mois en Pologne parce qu'elles n'ont pas pu avoir accès à l'avortement. Alors qui sont-elles ces femmes? Que voulaient-elles? Que s'est-il passé en fait? Bonjour, rebonjour, toujours avec cette triste mission de parler de la Pologne qui vraiment devient un pays d'oppression pour toutes les femmes qui osent, j'utilise ce mot, osent d'avoir un enfant, de tomber enceinte d'abord parce que déjà au début, maintenant elles font partie d'un registre de grossesse. On pense à une chose kafkaesque, mais qui existe, qui est vraiment mise sur place dans un pays de l'Union européenne où on fait un registre de toutes les grossesses. Et ces femmes ont osé de vouloir avoir un enfant. Souvent, c'était le deuxième ou troisième enfant. Et elles n'ont pas eu de chance d'avoir accès aux médecins, au cabinet des gynécologues qui leur auraient dit « votre grossesse est en danger » parce que c'était les grossesses qui ne pouvaient pas s'évoluer. En fait, souvent, les fœtus n'étaient pas viables. Oui, et surtout qu'elles ne vivaient pas dans les endroits de la Pologne, dans quelques endroits de la Pologne où elles peuvent avoir un accès assez vite pour une possibilité de trouver quelqu'un qui les aiderait. Ces femmes, ce sont des jeunes femmes qui portent aujourd'hui des noms comme Isa, Agnieszka. On porte leurs photos sur des morceaux de carton. Elles sont plus là. Leurs enfants sont les enfants qui sont restés sans maman parce que les vies qui n'étaient pas là étaient, comme d'habitude, dans mon pays d'origine, plus importantes que les vies qui sont déjà sur place. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça la chose de très triste dans tous les problèmes d'avortement, qu'on ne pense pas aux vivants ou aux vivantes, on pense qu'aux enfants potentiels. Aujourd'hui, je pense que c'est 60% de jeunes femmes entre 20 et 30 ans qui ne veulent pas avoir d'un enfant, qui ont peur, qui ne veulent même pas commencer. Mais en même temps, la contraception, c'est jamais libre, c'est jamais gratuit, et il n'y a aucune éducation sur ces sujets. Donc, avec la politique qui se radicalise, ça va devenir la deuxième Malte ou Irlande. Oui, parce que là, on est déjà dans une des législations les plus restrictives d'Europe. Oui. Et en fait, il y a encore très peu de cas où c'est autorisé. Oui. Et puis après, il faut encore trouver des médecins. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecins qui acceptent d'avorter. C'est aussi la question d'argent, c'est la question de classisme, c'est la question de religion. Mais comme ça a été dit aujourd'hui au Parlement, les femmes de Pologne qui sont peut-être à un niveau d'éducation plus aigu, qui savent où se rendre, qui savent utiliser les médias sociaux où il y a des téléphones qui sont publiés, qui savent trouver un peu d'argent pour voyager à l'étranger, soit en République tchèque ou en République slovaque, où c'est tout près, ou même ici en Belgique ou ailleurs, elles ont une chance. Mais le reste, elles sont délaissées à elles-mêmes. Personne peut aider. On a raconté le cas d'une jeune femme d'une grande ville de Cracovie qui était malade, qui prenait des médicaments psychiatriques. Elle a fait confiance à sa psychiatre en disant « Moi, je ne peux pas avoir cet enfant, je veux avorter, j'ai acheté des pilules. » Et cette psychiatre a téléphoné à la police. Donc, imaginons le niveau de peur, le niveau vraiment d'absurde, mais ce qui est devenu la réalité super triste pour cette femme, qui, par contre, a eu courage de se rendre, de devenir une icône, disons aujourd'hui,
de tout ça, ce qui arrive, de dénoncer. Mirela Parachini, on le voit ici, évidemment, en Pologne, on a une législation qui est particulièrement dure en matière de droit à l'avortement, enfin, qui interdit l'avortement, hein, pour le dire clairement. En Italie, on n'est pas encore tout à fait dans ce cas-là, mais on sait depuis plusieurs années, c'est très difficile d'avoir accès à l'avortement parce que les médecins font appel à leur clause de conscience. Et donc vous faites partie des quoi? On dit quoi, 40% aujourd'hui de médecins qui acceptent encore de pratiquer cet avortement? Dans le dernier rapport du ministre de la Santé qui remonte au 2022 sur des données de 2020, donc il est temps que le nouveau rapport sorte, on parle effectivement d'une baisse du taux d'objection de conscience parmi les gynécos qui sont les seuls médecins qui ont droit de pratiquer l'avortement. Oui, donc ça c'est une particularité italienne. Mais le récit de notre compagne polonaise me fait souvenir exactement comment était la situation en Italie avant l'approbation de la loi qui remonte à 1978. Et donc c'est une question vraiment d'un reproductive right à défendre. Ceci dit, c'est intéressant d'analyser qu'est-ce qui ne marche pas, si c'est quelque chose qui dépend de la loi elle-même ou de sa non-application. Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Oui, l'Italie, c'est vraiment cet exemple-là, il y a les deux. Il y a les deux, parce que d'une part, grâce au fait que ce n'est pas bien appliqué, par exemple, l'objection de conscience, prenons cet exemple-là. Si tu fais l'objecteur de conscience, selon la loi, tu dois garantir que l'intervention soit faite. Chose qui n'est... Ils disent simplement, moi je suis objecteur de conscience. Mais ils ne renvoient pas vers quelqu'un d'autre. La loi n'est pas respectée. Donc, ça ne suffit pas d'avoir une loi. Il faut aussi savoir l'appliquer. Et ça, c'est très important. D'un autre côté, il y a des choses qui ne vont pas dans la loi. Notamment, c'est l'avortement pour les malformations fétales du deuxième trimestre. Et je le dis en tant que gynéco parce que c'est très triste. On a augmenté les possibilités du diagnostic prénatal. Et les femmes, si le diagnostic est fait trop tard, doivent aller à l'étranger. Alors moi, je dis qu'une loi qui gouverne un phénomène, te force à aller à l'étranger, ce n'est pas une bonne loi, c'est une loi à changer. Malheureusement, en Italie, on a peur d'y toucher parce qu'on pense que ça ne pourrait que empirer. Vous savez que nous avons un gouvernement de droite. D'extrême droite, même on peut dire. D'extrême droite avec une politique nataliste et pronataliste. Effectivement, mais à mon avis, il faudrait être cohérent. Après 45 ans, on fait vraiment une analyse des critiques qui se sont développées pendant ces 45 ans. Et comme a fait la France, on met les mains à la loi là où il faut la changer. Donc, bonne application d'un côté, mais même changement de la loi. Et vous parliez de la France, donc j'ai envie de me tourner vers vous, Lisa Gordet. C'est vrai que la France fait un peu partie des bons élèves, on a envie de dire, parce que là, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée, qui fait passer le délai qui prolonge le délai durant lequel on peut avorter. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait, entre guillemets, sur le terrain? Alors évidemment, en face de la Pologne et de l'Italie, la France n'a pas à se plaindre sur le terrain de la loi. Mais nous avons procédé dans le cadre du meilleur de l'Europe pour les femmes, qui est une actualisation en fait de la clause de l'européenne la plus favorisée. Donc c'est un livre qui avait été écrit par Gisèle Halimi. Alors toute l'association Choisir en fait, mais c'est vrai que la préface est de Gisèle Halimi. Cette analyse comparée en fait des législations de tous les États membres de l'Union européenne, qui va analyser les droits des femmes dans les différents États et relever la meilleure. Donc l'État dans lequel la loi est la meilleure défend le plus les droits des femmes. Et la France n'est pas le meilleur élève en matière d'IVG, puisque la loi
certes, semble donner toutes les garanties de protection aux femmes, mais nous avons quelques problèmes d'application de la loi et d'effectivité de la loi. C'est un peu ce que choisir s'applique à contrôler. Mais par exemple, les problèmes, c'est quoi? On sait qu'au niveau médical, parfois en France, il y a un peu des déserts médicaux. Est-ce qu'on est face au même problème en matière d'avortement? On a des problèmes de déserts médicaux, on va avoir des problèmes de budget, des problèmes de fermeture de centres, des problèmes d'aide qui ne sont pas suffisamment supportés par l'État et donc des associations qui doivent supporter un peu le poids que devrait normalement porter l'État. On a également le problème de la clause de conscience, même si nous, dans la grande majorité des cas, les femmes sont quand même renvoyées vers un autre praticien. Mais du coup, doivent peut-être faire beaucoup de kilomètres avant d'aller. Exactement, il y a toujours une question de distance, une question de disponibilité des centres, une question de délai, forcément. On a toujours un délai de réflexion qui est imposé, évidemment. Donc on a un allongement des délais à 14 semaines de grossesse maintenant. Donc c'est tout de même une grande avancée. Mais voilà, sur le terrain de l'effectivité et de l'application de la loi, on a toujours évidemment des progrès à faire. Et qui est le meilleur élève? Le meilleur élève en matière d'IVG, ce serait la Suède. On note que la Belgique, quand même, est une aussi très bonne élève. Oui, et en même temps, on l'a vu avant dans l'émission qu'il y avait aussi des choses qui pouvaient être améliorées en matière du délai notamment. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle des lois, mais Mirella Parakini, j'ai quand même envie de voir avec vous aussi de la question des discours, parce que ici, vous avez dit, il y a un gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Italie, un gouvernement qui n'a pas changé la loi, qui n'a pas touché à cette loi sur l'avortement, mais qui a un discours qui peut accuser un peu les femmes. On a une ministre de la Famille qui a dit oui, malheureusement, c'est un droit l'avortement. Est-ce que ce discours, il s'imprègne aussi dans la population et il peut avoir un impact sur les femmes qui demanderaient l'avortement? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'à mon avis, sur ce genre de sujet, même la droite, les personnes qui votent à droite, c'est pas évident qu'ils soient contre l'avortement. D'ailleurs, je vais vous raconter que la ministre dont vous parliez pour la natalité, elle a été une féministe engagée pour obtenir la loi de l'avortement. Elle était à l'intérieur de mon parti, le Partito Radicale, mais on a le droit de changer d'idée, donc c'est bon comme ça. Il faut aussi changer radicalement quand même. Oui, il faut aussi dire que Giorgia Meloni, notre président du gouvernement, a dit qu'elle n'aurait jamais touché à la loi. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand personne n'ose toucher la loi, parce que tout le monde a peur ou de trop améliorer ou de trop empirer. Et là, je trouve que c'est une attitude vraiment discriminatoire envers l'avortement. L'avortement, c'est une question de santé. Le corps médical devrait être mis à jour pour s'en occuper. L'avortement médical en Italie a du mal à prendre pied parce qu'on continue à faire plus d'avortements chirurgicaux que d'avortements médicaux. Le problème des déserts médicaux, par exemple, c'est quand même beaucoup facilité grâce au fait que les sages-femmes peuvent suivre un avortement, peuvent donner les médicaments pour l'avortement médical. Et ça, c'est une des choses que j'aimerais bien changer de la loi italienne. Alors, on l'a vu, on voit que vous dites globalement, même les gens de droite ne voudraient pas toucher à la loi sur l'avortement. Est-ce qu'en Pologne, en fait, il y a des études qui montrent que globalement, il y a une majorité de la population qui serait en faveur d'une amélioration des conditions? Alors, comment on explique un tel, j'avais même pas envie de dire statu quo, une telle régression? Et moi, la seule explication qui me vient à l'esprit est que le chef du parti, qui n'est pas le président du Conseil, qui est au gouvernement, il a très bien compris le caractère national des Polonais, qui, pendant le communisme, ou ailleurs l'avortement était permis, ont bien appris de se débrouiller. Il a compris qu'il peut donner à l'Église ce qu'elle exige, donc le ban en abortion, et la population vont être pour l'avortement parce qu'ils vont fermer les yeux et se débrouiller, comme ils ont fait pendant le communisme avec autre chose. On entend dire, mais tu peux aller ailleurs, tu peux aller dans un autre pays. Oui, tu dois connaître quelqu'un.
C'est hypocrite. C'est hypocrite, mais c'est la hypocrisie qui est liée aussi à l'esprit national, la religion, l'histoire. C'est un problème très complexe si on y entre, parce que je suis sûre qu'il n'y a aucune famille en Pologne où même les hommes, disons les plus conservateurs, voudraient que leur fille, leur copine, leur, je sais pas, maman, ferait l'objet d'une telle cruauté. Mais quand même, si on vote pour autre chose et on oublie le problème. C'est parce qu'on l'oublie. C'est jamais mis en lumière le problème d'avortement. Très bien expliqué. Ouais. Et Lisa Gordet, peut-être juste pour terminer sur ce livre donc, qui compare les différentes législations en Europe. Alors on a parlé de celle sur l'avortement, mais donc vous en comparez aussi d'autres. Alors qu'est-ce que ça apporte Est-ce que ça montre aussi que c'est en étant dans le collectif qu'on peut faire avancer les choses en se disant, ben voilà, on pourrait s'inspirer de telle loi, de telle loi, de telle loi? Tout à fait. Le principe, en fait, c'est d'avoir une Europe, des citoyennes européennes qui bénéficient des mêmes droits et plus des citoyennes simplement françaises, mais au niveau européen. Alors, on nous a opposé des obstacles en termes de compétences juridiques, mais en fait, ça, c'est faux. On a trouvé plusieurs moyens de faisabilité juridique, finalement, plusieurs articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui permet à l'Union européenne de pouvoir trouver des moyens de coopération entre les États pour permettre en fait à toutes les femmes de pouvoir exiger l'application dans leur pays des mêmes droits que celles des autres pays de l'Union européenne. Ouais, donc vraiment, et ça, ce serait une demande peut-être collective ici en vue des élections européennes qui ont lieu dans quelques mois, c'est d'avoir que finalement l'Union puisse agir à ce niveau-là. Je crois que si vraiment dans tous les pays l'avortement et la santé de la reproduction en général, donc contraception et tout le reste, si ça devenait vraiment un issue, un objectif des campagnes électorales, je me sentirais plus contente d'être européenne. Ça doit devenir un objectif de campagne parce qu'on se rend compte aussi dans la rédaction de ce meilleur de l'Europe pour les femmes qu'en fait l'analyse comparée des droits permet aussi de se rendre compte qu'il y a des régressions et que l'évolution n'est pas forcément dans le bon sens, et notamment la Pologne. C'est assez remarquable de voir qu'en 1972, au moment du procès de Bobigny, quand Gisèle Halimi défend Marie-Claire Chevalier, qui est une mineure qui a été violée et qui a avorté clandestinement avec l'aide de sa mère et de 3 autres femmes, Gisèle Halimi fait venir des témoins, donc des professeurs et des médecins, et dont un qui affirmait qu'à cette époque-là, en 1972, la Hongrie et la Pologne sont les 2 pays les plus sûrs pour avorter en Europe. Ouais, et il faut rester du coup vigilant et bien se dire que rien n'est acquis. Et engager le combat et maintenir le combat, effectivement. Merci beaucoup vraiment à toutes les 3 et on poursuit avec d'autres témoignages recueillis à la manifestation. Ce qui est important, c'est déjà d'envoyer un message à toutes les femmes, un message de solidarité en disant en fait on vous entend, on est là, on va essayer de faire pression pour que à la fois vos gouvernements et à la fois l'Europe essayent de faire quelque chose et de bouger ces lignes et de donner du coup un accès légal et sûr à toutes les femmes dans le monde. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Europe. Alors, agir au niveau européen, c'est totalement possible et surtout, c'est totalement souhaitable parce que ce qui est inscrit dans le droit européen s'applique à tous les États membres de l'Union européenne. Donc, d'un coup, 27 pays bénéficient d'une avancée législative, par exemple, si jamais l'UE s'empare du sujet. Souvent, on entend l'Union européenne nous dire qu'il y a un problème de compétence et que l'Union européenne n'a pas la compétence de légiférer sur le droit à l'avortement. Alors, c'est pas totalement faux, mais il y a encore plein d'autres choses que l'Union européenne peut faire. En ce moment, il y a une directive qui est en train d'être négociée entre les 3 institutions européennes sur les violences faites aux femmes. Et notamment, ça pourrait être l'opportunité de mandater clairement dans la loi européenne que les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles doivent avoir accès à l'avortement. Ça serait déjà un pas énorme en faveur des droits des femmes et de l'accès à l'avortement dans l'Europe. Donc oui, il y a clairement quelque chose qu'on peut faire au niveau de l'Union européenne et on compte bien sur les décideurs européens pour s'emparer du sujet.
On accueille à présent sur notre plateau le Fred Matic. Merci d'avoir accepté notre invitation, Fred Matic. Bonjour et bienvenue aussi à votre interprète qui va donc traduire notre conversation aujourd'hui. Alors vous êtes député européen, originaire de Croatie, membre du groupe socialiste et démocrate du Parlement européen, coprésident du MIPs for Sexual and Reproductive Rights, et vous avez donné votre nom à une résolution qui a été approuvée en juin 2021, une résolution en matière de droits sexuels et reproductifs en Europe. Alors j'ai envie de déjà vous poser une question sur cette résolution. En quoi était-elle vraiment un pas en avant? Bonjour. Odgovorat ću naravno na hrvatskom. Mais tout d'abord, merci. Permettez-moi de vous adresser la parole en croate. Oui, quand la résolution de 2021 concernant la santé reproductive et les droits reproductifs et sexuels des femmes en Europe est pour moi la chose la plus importante lors de ce mandat-ci du Parlement européen. Elle n'est pas contraignante pour les États membres, mais elle est là. Rappelez-vous, en 2013, on a quand même essayé, encore une fois, de faire une résolution similaire, mais elle n'a pas eu de succès. Oui, bien sûr, je suis déçue, tant moi que mes amis, mais mes collègues, on voulait qu'elle soit contraignante. Mais on est déjà contente d'avoir cette résolution qui, vous pouvez voir, elle a fait beaucoup de bruit, surtout de la part de l'Église et de la droite, qui était fort contre la résolution. Mais je trouve que c'est un moment important et je suis contente, tant moi que mes collègues. C'est un honneur, en fait, que j'ai eu de pouvoir lutter pour cette résolution, pouvoir lutter pour les droits des femmes, 250 millions de femmes, mais également d'hommes. Mais alors, vous l'avez dit, hein, cette résolution n'est pas contraignante, mais on vient d'entendre là dans une conférence des témoignages, par exemple en Pologne, de femmes qui meurent parce qu'elles n'ont pas eu accès à l'avortement. Qu'est-ce qu'on peut faire alors concrètement pour agir si cette résolution, par exemple, n'est pas contraignante? Je vais tout d'abord vous dire qu'il y a deux choses qui m'énervent sans limite dans ce qui se passe ici et la manière dont on décide. Ça fait 4 ans que je travaille pour le Parlement et je dois vous dire, c'est tout d'abord le consensus que je n'aime pas trop et également les compétences nationales. Parce que dès qu'on décide quelque chose, les États membres vont dire « désolé, mais ça revient des compétences nationales ». Ça fait quelques mois que j'étais en Pologne en visite. C'est un très joli pays, de belles choses, mais une expérience plutôt mauvaise. Dans un pays comme Pologne, voir des opinions aussi, disons, retardées, aussi en arrière par rapport à notre temps, je ne pouvais pas m'empêcher à faire une remarque. Je leur ai dit, écoutez, comment est-ce possible, dans un pays pareil, ne pas avoir droit à l'avortement? Un pays comme Pologne, ils m'ont répondu, si, c'est permis dans notre pays. Alors je leur ai dit, écoutez, 40 millions d'habitants. Pour 40 millions d'habitants, vous avez eu 90 avortements sur une année. Mais on n'en parle pas de toutes ces femmes, de 90 000 femmes qui ont dû passer en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, République tchèque pour faire un avortement. Ils étaient assez fâchés après cette réaction, mais moi, je ne comprenais pas un tel traditionnalisme et une telle pensée au XXIe siècle. Ce qui m'a perturbé également, ce sont les zones dites libres de LGBTI. Et je leur ai fait la remarque, écoutez, comment est-ce possible que Pologne, Varsovie, un pays qui doit se souvenir des expériences pas si lointaines où on avait des zones, les nazis ont créé des zones pour exclure certaines personnes. Comment est-ce possible que vous créez des zones sans LGBTI? Mais bon, la résolution est là. La droite n'est pas fort contente, mais l'espoir fait vivre. Et si Dieu le veut bien, un jour, elle va devenir contraignante. Entre-temps, on doit subir les compétences nationales.
Il existe des mécanismes en Union européenne pour exercer la pression, surtout en ce qui concerne l'état de droit. Et on sait quelle est la situation en Pologne, la situation actuelle, donc on pourrait éventuellement les utiliser. Sauf que Bruxelles et la bureaucratie bruxelloise est un peu lente en ce qui concerne la Pologne. On regarde plutôt à travers les doigts parce que la Pologne a accepté 2 millions de réfugiés ukrainiens. Alors on évite de faire la pression. Et j'espère que les élections qui viennent vont les pousser à sortir de la politique ou de l'idée du 18e ou 19e siècle et qui vont laisser ça dans l'histoire, là où ça doit être. En Croatie aussi, les attaques contre le droit à l'avortement, elles sont réelles encore aujourd'hui. Parce que je lisais, hein, c'est un pays qu'on connaît mal ici en Belgique, mais je lisais que l'avortement était autorisé depuis 1978. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'en Belgique. Et pourtant, les attaques, elles sont plus fortes que ce qu'on connaît par exemple en Belgique, en France aujourd'hui. Ben, je dirais que c'est l'hypocrisie qui gère le pays, surtout. Sur papier, notre pays est un pays idéal. La Croatie est idéale, tout marche, tout peut se faire. On a encore des lois très libérales qui sont un résidu des années 70 de l'ex-pays. La même chose qu'en Slovénie, ils ont gardé, on a beaucoup de lois similaires. Sauf que la pratique est autre chose. On a également signé la Convention d'Istanbul. Pas beaucoup de pays l'ont fait, mais sauf qu'en pratique, sur le terrain, ça ne marche pas. Et notre Premier ministre, qui est bien aimé ici, le favori dans les couloirs du Parlement européen, lorsqu'il parle de la Croatie et de la législation, il dit que tout est possible. En Croatie, on admet tout, on est très libéral, sauf que quand il passe la frontière slovène et croate, l'histoire change complètement. Et on a encore une chose, les gynécologues ont droit de faire appel à leur conscience, disons le principe de conscience. Sauf que ce n'est que le principe qu'ils vont évoquer lorsqu'ils travaillent dans un hôpital étatique. Là, ils vont refuser de faire un avortement, mais en douce, ils vont faire passer leur carte de visite au patient, à la patiente, la carte de visite de leur cabinet privé, où ils vont bien faire cet avortement sous guise d'une fausse couche. Donc, hypocrisie, elle est un peu partout. Et tout cela à cause de l'influence très forte de l'Église catholique en Croatie. L'ambassadeur du pape du Vatican a dit qu'il n'a jamais vu des évêques aussi rigides que chez nous. Et on utilise la protection de la famille comme un parapluie pour tout. On va essayer de se cacher derrière. En fait, ce qu'on cache derrière, c'est tout ce qui est négatif. La résolution prévoit cet appel à la conscience, la possibilité de saisir le principe de conscience. Personnellement, je suis contre, mais lorsqu'on doit faire un consensus, il faut accepter. Mais bon, nous, on est sûr, malgré cette possibilité d'évoquer la conscience, on assiste, j'assiste qu'en Croatie, tous les centres de santé publics prévoient le nombre suffisant de gynécologues à ce que l'avortement puisse se faire d'une manière sécurisée et d'une manière régulière et réglementée. Et en ce qui concerne la conscience, je dirais pour les professionnels qui exercent le métier, si la conscience ne vous permet pas de faire une partie de votre métier, ne le faites pas. Je vais juste ajouter encore une chose. Pour mon travail ici au Parlement européen et mon travail pour la résolution, j'ai été récompensée. J'ai eu des différents prix, entre autres Oscar pour le député européen qui luttait pour les droits de l'homme. Je ne vous dis pas ça pour souligner mon rôle, mais surtout pour vous dire que c'est quelque part la compensation pour toute cette haine. Et la compensation la meilleure que j'ai eue pour la haine que j'ai pu sentir, c'est une Française qui m'a écrit, elle a dit « Je n'aime pas les politiciens ». Mais Monsieur Matic, merci. Pour moi, c'est trop tard, mais merci pour ma fille. Merci à vous. C'est vrai que la question de la clause de conscience, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans l'émission et on voit que c'est vraiment un problème qui se pose dans beaucoup de pays européens. Merci beaucoup, Monsieur Matic. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale. Je vous souhaite une bonne journée à tous.